Sonia, Bonsoir Julien, bonsoir à tous. quel est le programme? Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, est en tête de la présidentielle malienne. Selon les premiers résultats officiels, le camp adverse, celui de Soumaïla Cissé, conteste. Réaction à suivre en direct de Bamako. Nous irons aussi au Zimbabwe à la veille de la présidentielle et vous entendrez le ministre égyptien des Affaires étrangères sur la détention de Mohamed Morsi. Et on commence donc, Sonia, en direct de Bamako. Avec les premières tendances de la présidentielle qui donnent lieu à un bras de fer au Mali. Ce qui a accentué ce bras de fer, ce sont les premiers résultats officiels. L'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, le candidat du Rassemblement pour le Mali, est largement en tête après 33% des bulletins de vote dépouillés. Les écarts sont importants avec le deuxième Soumaïla Cissé. Si ces écarts se confirmaient, il n'y aura pas de second tour. C'est ce qu'a annoncé en fin d'après-midi le ministre de l'administration, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, lors d'une conférence de presse à Bamako. Mélissa Bell nous attend dans la capitale malienne où vous l'avez découvert sur ces images. Un camp, celui d'Ibeka, a commencé à fêter cette victoire par anticipation. Par contre, dans l'autre camp, le camp Cissé, lui, on appelle à la démission de ce ministre malien qui a annoncé les résultats. Mélissa. Voilà, des réactions très vives et très rapides de la part du camp de Soumaïla Cissé. Je suis encore devant son QG de campagne. C'est ici qu'il a appelé hâtivement, puisqu'il a expliqué, son porte-parole a expliqué qu'il ne s'attendait pas à cette annonce-là ce soir de la part du ministre Koulibaly. Donc une conférence de presse hâtivement rassemblée et dans laquelle le porte-parole du candidat ainsi que son coordinateur national de campagne ont appelé à la démission du ministre en question, appelant plutôt à la création d'une commission indépendante qui permettrait un dépouillement indépendant des résultats. Donc selon eux, tout d'abord le fait d'annoncer sur la base d'un tiers des résultats comptés le fait qu'il risque de ne pas y avoir de second tour ne devrait pas se passer. Et puis par ailleurs, ils annoncent aussi que eux, comme tous les grands partis, ont leurs propres chiffres qu'ils collectent depuis la fermeture des bureaux de vote dimanche soir. Et pour eux, même si Ibrahim Boubacar Keïta aurait gagné à Bamako, à Ségou, dans la plupart des autres régions, il ne serait pas à la tête des votes. Donc eux contestent les chiffres eux-mêmes et contestent aussi la manière de l'annonce ce soir. Quel est le ressenti, Mélissa, dans la capitale même? Vous parlez finalement d'une joute politique. Est-ce que leurs partisans eux-mêmes sont en colère ou est-ce que finalement cette colère, pour l'instant, reste au niveau des ténors politiques? Non, beaucoup d'émotions de part et d'autre chez les Bamakois ordinaires. À l'annonce des chiffres au ministère tout à l'heure, une annonce qui a été diffusée en direct sur la télévision nationale. On entendait beaucoup de klaxons, beaucoup de slogans, ce slogan d'Ibeka qui avait été chanté et scandé pendant sa campagne. Ibeka en un seul tour, on l'entendait beaucoup dans les rues, beaucoup de manifestations de joie. Par contre, ici au QG ce soir, je vous parlais de cette conférence de presse où il y avait eu beaucoup d'émotions, beaucoup de colère de la part des sympathisants qui s'y sont rassemblés. Il y a eu des bagarres d'ailleurs au milieu de la conférence de presse. La police a dû intervenir pour séparer les gens. Vraiment, on sent qu'il y a une véritable colère ici ce soir. Une colère qui ne passera pas. On nous dit ce soir au QG de campagne qu'on ne laissera pas faire ainsi et qu'on continuera de se battre pour que le scrutin se tienne véritablement et que ce soit les vrais chiffres selon la campagne de Soumaïla qui soient ceux qui sont reconnus à la fin de ce processus électoral. Merci Mélissa Bell pour ces derniers développements depuis Bamako. Chiffre également donné aujourd'hui, celui de la participation, 53,5% du jamais vu au Mali. Voyons maintenant plus en détail qui sont les deux hommes arrivés en tête. Le récit de Nicolas Germain. Les résultats ne sont pas définitifs, mais pour l'instant, il est largement en tête. À 68 ans, Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, connaît bien la vie politique malienne. De 1994 à 2000, il est le Premier ministre d'Alpha Oumar Konaré. Puis de 2002 à 2007, il préside l'Assemblée nationale. Son parti, le RPM, est membre de l'Internationale socialiste. Il a reçu le soutien du Haut Conseil islamique du Mali. Ses détracteurs l'accusent d'être trop proche du capitaine Sanogo, le chef de la junte qui a renversé l'ancien président ATT l'an dernier. Le capitaine Sanogo n'est pas un épouvantail pour moi. Il est souvent pour ceux-là qui n'ont pas beaucoup digéré le départ de celui qui était là, mais pas beaucoup de Maliens.
Et je crois que souvent, on a été dans l'excès le concernant. Ce n'est pas mon cas. Selon le gouvernement malien, à ce stade, en deuxième position, se trouve Soumaïla Cissé, le candidat de l'URD. Âgé de 64 ans, il a été président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme Ibeka, cet ancien ministre des Finances a étudié en France. L'an dernier, il avait été gravement blessé par les putschistes. Autre élection présidentielle, législative et municipale demain au Zimbabwe et la police anti-émeute a été déployée, Sonia. Oui, ce sera la troisième confrontation entre les deux rivaux, le président Robert Mugabe et son premier ministre Morgan Tsvangirai. Robert Mugabe qui est au pouvoir depuis 33 ans. Des milliers de policiers ont été envoyés dans les zones acquises à la cause de l'opposition. Les deux partis, le ZANU-PF et le MDC, prédisent chacun déjà une large victoire. Des fraudes dans les listes électorales, Julien, ont été dénoncées par l'opposition aujourd'hui. En tout cas, on est bien loin de la campagne électorale sanglante en 2008. Oui, effectivement, on en est bien loin. À l'époque, la redistribution des terres avait engendré un cycle de violence infernale. La réforme agraire qui a pourtant toujours été présente dans cette campagne électorale. Reportage de nos envoyés spéciaux, Caroline Dumais et Faré Mougano. Située à une quarantaine de kilomètres de la capitale, Harare, cette ferme avait été expropriée en 2001. Elle produit désormais du tabac. Son manager supervise d'ailleurs la construction d'un nouvel entrepôt. Les affaires marchent plutôt bien mieux qu'il y a 10 ans. Le plus dur au début, c'était que M. Chiziri n'avait jamais été agriculteur. Et puis, il n'avait pas d'argent pour acheter les équipements et payer le personnel. L'actuel propriétaire travaillait dans les douanes zimbabwéennes, mais il a refusé de nous recevoir dans sa nouvelle demeure. L'agriculture, c'est trop politique, nous a-t-on fait savoir. 10 ans après l'expropriation des fermiers blancs, le président Robert Mugabe continue à en faire son cheval de bataille. Mais il veut aller plus loin dans la nationalisation du reste de l'économie. Une loi impose désormais aux sociétés étrangères de céder 51% de leur capital à des partenaires locaux. Pour le candidat président, les ressources minérales doivent appartenir aux Africains. Si vous allez au Gabon ou au Congo, dans ces pays qui ont du pétrole, vous verrez que les étrangers ont tout. On vous dit que le pétrole appartient à la France. À la France ? Pourquoi ? C'est la France qui possède le Congo-Brazzaville. Nous, les Africains, il faut qu'on arrête d'être aussi stupides. Son rival, Morgan Tsvangirai, a promis de revenir sur cette loi d'indigénisation qui effraie les investisseurs. Mais son objectif pour l'instant, c'est que le scrutin soit légitime. Au siège du parti de l'opposition, on en conteste la crédibilité. La liste électorale pose problème. Il y a également la question de la crédibilité des scrutateurs. Surtout à Harare, le nombre de bureaux de vote a été réduit parce qu'ils y voient un bastion du MDC. La campagne électorale a été bien moins violente que celle de 2008. Mais ce scrutin reste crucial. Les deux poids lourds de la politique zimbabwéenne s'affrontent devant les urnes pour la 3e fois en 15 ans. On fait un détour par l'Égypte où les pro-Morsi manifestent une nouvelle fois ce soir. Et le Quai d'Orsay a appelé ce mardi à la libération des prisonniers politiques, y compris la libération de l'ancien président Mohamed Morsi, Sonia. Oui, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, tout en dénonçant les violences, a formulé cette demande. Notre correspondante a recueilli la réaction sur ce point du ministre égyptien des Affaires étrangères, son homologue Nabil Fahmy. On l'écoute. Évidemment, lorsque vous avez une personne qui a été au pouvoir, qui est détenue dans un endroit sûr, vous devez la poursuivre en justice si elle a commis des crimes. Sinon, les gens demanderont qu'elle soit libérée. Il est, pour l'instant, toujours détenu dans un endroit sûr, pendant que la justice mène son enquête. Il est déjà interrogé sur une affaire. Donc je comprends les préoccupations qui existent à l'étranger, mais il faut prendre en compte le contexte local. Première diffusion de l'entretien, 2h15, heure de Paris.
Le reste de l'actualité africaine en bref et en images. L'ONU donne 48 heures au groupe armé pour quitter la ville de Goma à l'est de la RDC. Sinon, la brigade d'intervention rapide fera usage de la force. Les rebelles ont jusqu'à jeudi, donc 16 heures locales, pour rendre leurs armes à la MONUSCO et rejoindre un programme de démobilisation. 2 journalistes ougandais ont été arrêtés samedi à Djouba et sont depuis aux mains d'un service de sécurité sud-soudanais. D'après les autorités, Justin Dralaz et Hilary Yassiga travaillaient pour Frequency Story News, une agence basée aux États-Unis couvrant l'Afrique de l'Est. Ils n'avaient pas attendu leur accréditation pour filmer ce qui a provoqué ces arrestations, explique le président local du syndicat des journalistes. À Paris, des femmes centrafricaines appartenant à diverses associations sont venues témoigner des difficultés que traverse leur pays. Elles ont demandé l'aide de la France pour sortir de cette situation. Sylvain Rousseau a recueilli le témoignage de l'une d'entre elles au Quai d'Orsay, où elles ont été reçues par Yamina Benguigui, la ministre déléguée à la francophonie. Il y aura des aides humanitaires qui vont arriver d'ici 2-3 mois, que nous avons demandé pour les femmes, surtout les femmes. Nous, on est là pour les femmes. Et les enfants, les malades, les veuves. Et nous pensions que Madame la ministre nous a dit d'ici 3 mois, elle fera tout. Elle portera notre voix aux Nations Unies. Donc on va être écoutés. Et on referme ce journal de l'Afrique. Merci à vous, Sonia. On vous retrouve un peu plus tard dans la soirée. Tout de suite, rendez-vous avec Vincent Roux. Je vous retrouve demain, 20h.